Peu de gens savent que Zoro devait à l'origine être le tout premier compagnon de Luffy dès le début du manga. Eiichiro Oda l'imaginait même comme un membre de l'équipage de Buggy, un homme de main un peu banal, mais il a vite changé d'avis. Il voulait un bretteur au caractère fort, un rival silencieux plutôt qu'un simple sbire, donc il a retravaillé complètement son passé et son style à trois sabres. Ce choix a façonné l'un des personnages les plus emblématiques de la série entière. Fait curieux, Nami n'était pas prévue comme navigatrice permanente au départ. Dans les premières esquisses d'Oda, une jeune fille voleuse traversait juste l'histoire de manière ponctuelle. Mais l'auteur s'est attaché à ce personnage rusé et tiraillé entre l'argent et l'amitié. Il lui a donc offert un passé bouleversant avec Belle-Mère et le village de Kokoyashi. Cette profondeur émotionnelle a transformé une simple figure de passage en pilier de l'équipage. Aujourd'hui, son arc reste l'un des plus marquants du début de l'aventure. Le petit renne Chopper a été pensé par Oda comme une mascotte à l'apparence attendrissante. L'auteur cherchait un personnage capable de toucher le jeune public, mais aussi de porter une histoire triste sur le rejet et la solitude. Il a donc dessiné ce médecin au nez bleu, mi-humain, mi-animal, grâce aux fruits de l'homme. Son passé avec le docteur Iluluk arrache encore des larmes à beaucoup de lecteurs. Derrière son côté mignon se cache l'un des récits les plus émouvants de tout One Piece. Ce qui est fascinant ici, c'est que Shanks apparaît dès le tout premier chapitre, mais reste volontairement mystérieux depuis des années. Oda a déclaré qu'il connaît déjà la fin de son histoire depuis le début. Le chapeau de paille, qu'il confie à Luffy, n'est pas un simple cadeau, mais un héritage lourd de sens venu d'un ancien propriétaire. Donc chaque détail autour de Shanks est calculé pour préparer la conclusion de l'œuvre. Ce personnage discret pourrait bien détenir l'une des plus grandes clés du monde. Presque personne ne le sait, mais Sanji devait initialement s'appeler Naruto dans les carnets d'Oda. L'auteur a finalement abandonné ce nom pour éviter toute confusion avec le célèbre ninja d'un autre manga. Il voulait un cuisinier galant, bagarreur et fidèle au code de ne jamais gaspiller la nourriture. Il a donc forgé un passé terrible de famine sur un rocher, aux côtés du vieux Zeph. Ce traumatisme explique pourquoi il refuse toujours de laisser quelqu'un mourir de faim, même un ennemi. Un détail surprenant sur Luffy, son célèbre chapeau de paille est le vrai fil rouge de toute la saga. Oda l'a placé comme un symbole transmis de génération en génération de pirates. Le titre One Piece pourrait même être lié à l'histoire de ce couvre-chef plus qu'à un simple trésor. Mais Luffy l'ignore encore lui-même en le portant chaque jour. Donc, ce que le héros considère comme un souvenir de Shanks pourrait cacher l'un des plus grands secrets du monde entier. Contre toute attente, le personnage d'Ace est devenu si populaire qu'Oda lui a consacré tout un manga dérivé sur sa jeunesse. Il n'était pourtant qu'un frère de cœur, destiné à marquer un tournant tragique de l'histoire. Mais les lecteurs se sont profondément attachés à ce fils de Gold Roger au grand cœur. Son destin à Marineford reste l'un des moments les plus douloureux de la série. Donc, pour honorer cet amour du public, l'auteur a supervisé un récit entier dédié à ses aventures passées. Dans les coulisses, le clown Buggy est peut-être le personnage le plus chanceux de tout One Piece. Oda s'amuse à le faire monter dans la hiérarchie des pirates, uniquement par accident et malentendu. Il n'a jamais cherché la gloire, mais une succession de coïncidences ridicules le propulse au sommet. Donc cet ancien second couteau se retrouve reconnu comme l'un des empereurs les plus redoutés. C'est un immense clin d'œil de l'auteur au thème de la réputation, souvent bâti sur de simples rumeurs. Fait curieux, le squelette musicien Brook incarne à lui seul la promesse comme moteur de tout One Piece. Ressuscité grâce aux fruits de la Renaissance, il erre 50 ans dans le brouillard, seul avec son ombre. Mais il refuse de mourir avant d'avoir tenu un serment fait à une baleine nommée Labon.
Donc toute son existence tourne autour de cette parole donnée à un ami. Derrière ses blagues et son squelette se cache l'un des récits les plus profondément mélancoliques de l'œuvre. Presque personne ne le sait, mais Nico Robin est la seule personne vivante connue capable de lire les poneglyphes. Ces blocs de pierre ancienne renferment l'histoire cachée du fameux siècle oublié. C'est précisément pour cette raison que le gouvernement mondial la traque depuis son enfance. Donc son savoir en fait à la fois la cible et la clé de la vérité ultime. Sans elle, l'équipage ne pourrait jamais atteindre le trésor légendaire ni percer les secrets enfouis du monde entier. Avant de devenir le cyborg que l'on connaît, Franky n'était qu'un humain ordinaire répondant au nom de Cuttiflamme. C'est un drame qui l'a poussé à modifier lui-même son corps, ajoutant sa carrure imposante, sa coupe improbable et sa manie de se transformer en permanence. Ce charpentier génial cache pourtant un passé douloureux lié au maître Tom et au navire légendaire. Derrière ces poses ridicules se trouve un constructeur capable de bâtir le vaisseau des rêves de l'équipage. Ce qui est fascinant ici, c'est que le vrai nom du roi des pirates est Gol D. Roger, et non Gold Roger, le nom sous lequel le monde le connaît. Certains racontent que le gouvernement mondial aurait volontairement modifié son nom pour effacer ce mystérieux D de la mémoire collective. Ce simple initial relie plusieurs personnages majeurs à travers toute la saga. Donc en lançant sa phrase avant l'exécution, Roger a déclenché la grande ère de la piraterie sans le savoir vraiment. Son secret le mieux gardé se cache dans une seule lettre effacée de l'histoire. Peu de gens savent que le tatouage sur les doigts de Trafalgar Law forme les lettres D, E, A, T, H. Le geste paraît anodin quand il tend la main, mais Eiichiro Oda l'a pensé comme une signature silencieuse liée à son surnom, le chirurgien de la mort. Son pouvoir, le fruit du bistouri, découpe et déplace tout dans son espace. Donc, ce mot inscrit sur sa peau résume parfaitement son personnage. Un détail glissé là, discret, qui donne froid dans le dos, une fois remarqué. Fait curieux, la beauté légendaire de Boa Hancock cache un pouvoir cruel nommé le fruit de l'amour. Elle transforme en pierre quiconque éprouve du désir pour elle. Donc plus on la trouve belle, plus on est vulnérable. Oda a construit ce personnage sur une idée simple mais redoutable. La séduction devient une arme mortelle. Derrière son arrogance affichée se cache pourtant une esclave marquée par un passé douloureux, ce qui rend sa froideur bien plus émouvante qu'elle n'y paraît au premier regard. À l'origine, la mère d'Ace a accompli un exploit presque impossible pour protéger son enfant. Elle a porté sa grossesse pendant 20 mois entiers afin que la marine ne soupçonne pas qu'elle attendait le fils de Gold Roger. Cet effort surhumain a permis à Ace de naître libre, mais il a coûté la vie à sa mère, épuisée par cette attente. Oda a placé là un sacrifice bouleversant, montrant que la volonté du dé se transmet parfois par un amour prêt à défier la nature elle-même. Ce qui est si fascinant ici, c'est que le geste le plus important de Kuma passe presque inaperçu à sa première lecture. Grâce à son fruit des coussinets, il a dispersé l'équipage du chapeau de paille aux quatre coins du monde à Sabaody. Cela ressemblait à une défaite écrasante, mais c'était en réalité un cadeau déguisé. Chaque membre a grandi loin des autres pendant 2 ans. Oda a transformé un ennemi terrifiant en protecteur secret, un retournement qui donne une toute autre couleur à la scène. Contre toute assurance, le seigneur Oden a supporté un supplice que nul autre n'a survécu. Condamné à rester 1 heure dans un chaudron d'huile bouillante, il a tenu ses compagnons à bout de bras au-dessus du liquide pour les sauver. Personne ne croyait la chose possible, donc son courage est devenu une légende à Wano. Oda a fait de ce moment l'un des sommets émotionnels de l'arc. Un homme libre jusqu'au bout, riant face à la mort, gravant son nom pour toujours dans l'histoire. Presque personne ne le sait,
mais Vivi a failli devenir un membre permanent de l'équipage du chapeau de paille. Oda a réfléchi à la garder à bord, mais il a finalement choisi de la laisser régner sur Alabasta pour protéger son peuple. Ce départ déchirant, marqué par le tatouage brandi en signe d'adieu, reste l'un des plus beaux moments de la série. Son absence a laissé une place symbolique dans le cœur de l'équipage, donc chaque retrouvaille avec elle prend une saveur particulière. Un détail surprenant, Kaido est surnommé la créature la plus forte du monde, et pas seulement pour l'effet dramatique. Dans le récit, il aurait été capturé et torturé d'innombrables fois, mais aucune exécution n'a jamais réussi à le tuer. Oda a poussé ce personnage à l'extrême de l'invincibilité, ce qui explique son désespoir de chercher la mort par ennui. Cette immortalité apparente rend sa quête de bataille encore plus tragique, car ce colosse cherche autant un adversaire à sa hauteur qu'une raison de vivre. Dans les coulisses, Jinbei est resté un rêve reporté pendant des années. Oda voulait l'intégrer à l'équipage bien avant qu'il ne rejoigne officiellement le chapeau de paille. Mais le rythme du récit l'a repoussé plusieurs fois. Quand il monte enfin à bord comme timonier, c'est le premier nouveau membre depuis très longtemps, donc l'attente rend son arrivée d'autant plus émouvante. Homme-poisson au grand cœur, il incarne le pont entre deux peuples longtemps opposés, un symbole d'espoir soigneusement préparé. Peu de gens savent que Crocodile fut le premier grand adversaire à vaincre totalement Luffy, non pas une mais 2 fois. Son fruit des sables assèche tout ce qu'il touche, donc les coups de caoutchouc du héros glissaient sans effet à travers son corps de poussière. Luffy n'a triomphé qu'en comprenant que l'eau et le sang neutralisaient ce pouvoir. Oda a bâti ainsi le tout premier vrai mur de Grand Line, une leçon qui a forcé le héros à réfléchir au lieu de foncer. Fait curieux, l'homme le plus recherché du monde est aussi le père de Luffy, et Oda a caché ce lien pendant très longtemps. Dragon dirige l'armée révolutionnaire qui menace directement le gouvernement mondial, mais son visage et ses intentions restent volontairement dans l'ombre. Ce mystère entretenu donne une profondeur immense à la famille Monkey, car grand-père marine, père révolutionnaire et fils pirate incarnent 3 voies opposées. Un tel arbre généalogique n'a rien d'un hasard, il résume à lui seul le conflit du monde. À l'origine, le pouvoir de Marco est l'un des plus rares de tout l'univers de One Piece. Son fruit du phénix appartient à la catégorie mythologique des Zoan, une classe si exceptionnelle qu'on en compte très peu. Ses flammes bleues ne brûlent pas les ennemis, mais soignent ses propres blessures, ce qui en fait un guérisseur autant qu'un combattant. Oda a offert là un pouvoir défensif unique, presque immortel, parfaitement adapté au bras droit fidèle de Barbe Blanche, veillant sur toute sa famille. Contre toute attente, Barbe Blanche est mort debout, sans une seule blessure dans le dos. À la fin de la guerre de Marineford, son corps portait des centaines de plaies, mais toutes se trouvaient face à l'ennemi, preuve qu'il n'a jamais reculé. Oda a soigné ce détail pour honorer un homme qui considérait ses pirates comme ses fils. Ces derniers mots confirmant l'existence du One Piece ont relancé l'âge d'or de la piraterie, donc sa mort a changé le monde entier. Peu de gens savent que le personnage d'Usopp s'inspire d'une figure bien plus ancienne, celle de Pinocchio, le pantin dont le long nez trahit chaque mensonge. Eiichiro Oda a retravaillé cette idée pour en faire le tireur d'élite de l'équipage, un menteur au long nez au grand cœur. Son nom vient d'ailleurs du mot japonais Uso, qui signifie mensonge, donc son identité entière repose sur cette idée. C'est ainsi qu'un simple gag est devenu un pilier émotionnel de l'aventure. Fait curieux, Sabo a bien failli ne jamais réapparaître dans l'histoire. Pendant des années, les lecteurs le croyaient définitivement mort après l'attaque de son petit navire par un dragon céleste. Oda avait pourtant prévu son retour depuis très longtemps, mais il attendait le moment parfait pour maximiser le choc émotionnel. Sa réapparition
coïncide avec la mort d'Ace. Donc le frère perdu comble le vide, laissé par le frère disparu. Cette symétrie soigneusement construite montre à quel point Oda planifie ses drames longtemps à l'avance. Oda a conçu Big Mom comme un empereur radicalement différent des autres. Il l'a imaginé comme une mère monstrueuse régnant sur une nation de gourmandise, donc chaque détail de son royaume tourne autour de la nourriture et des sucreries. Ces crises de fringales, capables de dévaster des villes entières, symbolisent un appétit sans limite qui dévore tout sur son passage. Derrière ce grotesque se cache une enfance tragique, ce qui rend cette figure terrifiante étrangement humaine. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Doflamingo incarne l'une des rares figures nobles, déchues du monde de One Piece. Il était né, dragon céleste, au sommet absolu de la société, mais sa famille a choisi de renoncer à ce statut pour vivre parmi les humains ordinaires. Ce déclassement l'a exposé à une haine terrible, donc sa cruauté trouve racine dans cette humiliation. Oda utilise ce personnage pour dénoncer le poids écrasant des privilèges hérités, transformant un simple pirate en critique acérée du pouvoir. Presque personne ne le sait, mais Rayleigh porte le surnom de Seigneur des Ténèbres, alors qu'il vit désormais dans l'anonymat le plus complet. Ancien second de Gold Roger, il connaissait l'emplacement du One Piece, mais il a choisi de tout abandonner pour devenir un simple revêteur de navire. Ce refus de la gloire contraste violemment avec l'ambition qui anime tous les pirates. En entraînant Luffy pendant 2 ans, il transmet discrètement l'héritage d'une époque révolue, tissant un lien secret entre les âges. Un détail surprenant concerne Ener, le dieu autoproclamé de l'île céleste. Oda a construit tout son arc autour d'une idée contre-intuitive, celle d'un antagoniste que Luffy ne pouvait pas électrocuter. Le fruit du caoutchouc rend en effet le héros totalement immunisé contre la foudre, donc l'ennemi le plus puissant devient paradoxalement le moins dangereux pour lui. Cette faiblesse cachée était semée bien avant, dès les premiers chapitres. Ener rêvait ensuite d'atteindre la Lune, un projet qu'Oda a réellement illustré en page bonus. Contre toute attente, Bon Clay est devenu l'un des personnages les plus aimés, malgré son apparence excentrique de danseur. Oda l'avait d'abord conçu comme un simple adversaire comique du Baroque Works, mais son sacrifice héroïque a bouleversé les lecteurs. Il se sacrifie pour permettre l'évasion de Luffy Dimple Down, donc son courage transcende totalement son rôle initial de méchant loufoque. Son fruit lui permet de copier n'importe quel visage, ce qui rend son abnégation encore plus poignante, car il offre littéralement son identité aux autres. Dans les coulisses, Oda a imaginé Garp comme le seul homme ayant véritablement acculé Gold Roger à plusieurs reprises. Ce marine légendaire aurait pu obtenir n'importe quel grade d'amiral, mais il a systématiquement refusé toute promotion. Il détestait l'idée de servir directement les ordres des dragons célestes, donc il est resté simple vice-amiral toute sa carrière. Ce choix révèle une conscience morale rare dans la marine. Grand-père de Luffy et éducateur d'Ace, il incarne les contradictions déchirantes entre devoir familial et loyauté institutionnelle. Peu de gens savent que Kobe était destiné à devenir bien plus qu'un simple garçon apeuré du premier chapitre. Oda l'a introduit comme un mousse timide au service de la pirate Alvida, mais il en a fait un miroir de l'ascension de Luffy du côté de la justice. Sa rencontre avec le héros change à jamais sa destinée, donc les 2 garçons grandissent en parallèle, l'un pirate, l'autre marine. Certains fans imaginent que cette structure narrative pourrait un jour déboucher sur un affrontement chargé de respect mutuel et de nostalgie. Fait curieux, Perona possède l'un des pouvoirs les plus étranges de tout One Piece, capable de plonger ses ennemis dans une dépression absolue. Ces fantômes traversent les corps et vident les victimes de toute volonté de vivre, mais cette technique reste inutile contre certains adversaires déjà rongés par le négativisme. Usopp y résiste, car son pessimisme déjà si profond neutralise l'effet,
donc son plus grand défaut devient un atout comique. Oda adore ainsi retourner les pouvoirs contre leurs propriétaires, transformant la terreur en gag mémorable. Un détail surprenant entoure Smoker, ce marine acharné qui traque Luffy dès Logtown, la dernière ville avant l'entrée du Grand Line. Oda l'a doté du fruit de la fumée, mais son design entier tourne autour du tabac, avec 2 cigares constamment allumés à la bouche. Ce n'est pas un hasard, car son pouvoir et son apparence forment une cohérence visuelle totale. Malgré son statut de chasseur, il incarne une justice personnelle qui le pousse parfois à défier ses supérieurs. Donc, il représente les rares consciences honnêtes de la marine. Ce qui est fascinant ici, c'est que le geste le plus décisif de Kuma envers l'équipage ressemble d'abord à une attaque destructrice. En projetant chaque membre à l'autre bout du monde, il semble anéantir les chapeaux de paille. Mais il leur offre en réalité 2 années de survie et d'entraînement. Ce sauvetage déguisé en agression était planifié en secret, donc l'ennemi apparent devient un allié invisible. Oda transforme ainsi un moment de désespoir absolu en tournant fondateur de toute la seconde moitié de l'aventure. Peu de gens savent que le vieux cuisinier du Bharati cache une histoire terrible. Zeph était autrefois un pirate redouté, surnommé Jambe Rouge, mais un naufrage l'a laissé échouer sur un rocher avec le jeune Sanji. Les vivres manquaient, donc Zeph a donné toute la nourriture au garçon, se laissant mourir de faim. On sous-entend même qu'il aurait dévoré sa propre jambe pour survivre. Voilà pourquoi il boite et pourquoi Sanji ne frappe jamais avec ses mains. Fait curieux, le plus grand épéiste du monde tire son nom d'une célèbre figure des légendes vampiriques. Œil de Faucon Mihawk s'appelle en vérité Dracul Mihawk, un clin d'œil direct au comte Dracula. Oda lui a donné ce teint pâle, ce regard perçant et cette allure gothique inspirée des vampires, mais il a ajouté les yeux d'un rapace. Le résultat, c'est un chasseur solitaire et silencieux, et c'est justement lui que Zoro rêve un jour de dépasser. À l'origine, la détermination de Zoro vient d'une amie d'enfance oubliée de beaucoup. Kuina était plus forte que lui au dojo, mais elle pensait qu'une fille ne pourrait jamais devenir la meilleure épéiste du monde. Les deux se sont promis que l'un d'eux y parviendrait. Le lendemain, Kuina meurt en tombant dans un escalier, un accident absurde et cruel. Zoro reçoit alors son sabre, le Wado Ichimonji, donc il porte désormais leur rêve à lui seul. Ce qui est fascinant ici, c'est que le passé tragique de Robin commence avec sa mère. Nico Olvia était une archéologue d'Ohara, partie déchiffrer les poneglyphes, laissant sa fille derrière elle. Les deux se retrouvent seulement lors de la destruction de l'île par le Buster Call. Olvia voulait protéger Robin en la reniant devant la marine, mais elle finit par la sauver dans les flammes. C'est ce jour-là que le savoir interdit du monde a failli disparaître à jamais. Un détail surprenant sur Nami, c'est que sa mère adoptive était une ancienne soldate de la marine. Belle-mère a trouvé 2 orphelines, Nami et Nojiko, sur un champ de bataille, et elle a choisi de les élever seules, malgré la pauvreté. Quand Arlong débarque à Kokoyashi, il exige un tribut par personne. Belle-mère n'avait pas assez pour 3, mais elle a refusé de renier ses filles, donc elle a payé de sa vie pour qu'elles gardent leur nom. Presque personne ne le sait, mais la haine d'Arlong ne sort pas de nulle part. Homme-poisson si, il naviguait autrefois sous les ordres de Fisher Tiger, dans l'équipage du Soleil, des anciens esclaves de Marie-Joie. Tiger prônait la paix entre les espèces, mais il est mort après avoir refusé une transfusion de sang humain. Arlong en a tiré une leçon opposée, donc il a bâti son empire sur le mépris des humains jusqu'à sa chute face à Luffy. Contre toute attente, l'homme le plus intimidant de l'équipage de Big Mom cache une profonde blessure d'enfance. Katakuri maîtrise un haki de l'observation si puissant qu'il voit quelques secondes dans le futur et son fruit du mochi le rend
presque intouchable. Pourtant, il dissimule toujours sa bouche derrière une écharpe. Enfant, on se moquait de ses dents pointues de requin, donc il a passé sa vie à cacher son visage pour rester une image parfaite aux yeux des siens. Dans les coulisses du passé de Chopper, il y a une vieille femme au caractère bien trempé. La docteure Correa a plus de 140 ans, mais elle refuse qu'on le rappelle et elle grimpe encore les montagnes enneigées de Drôme. C'est elle qui a recueilli le petit renne rejeté par tous après la mort du docteur Iluluk. Correa lui a enseigné la médecine, donc sans cette guérisseuse acariâtre, l'équipage de Luffy n'aurait jamais eu son médecin de bord. Un détail surprenant à Wano, c'est l'identité de l'enfant de Kaido. Yamato a grandi enfermé, fasciné par le samouraï légendaire Kozuki Oden, au point de vouloir devenir Oden à sa place. En lisant son journal, Yamato a juré de suivre ses idéaux. Mais le pouvoir est encore plus rare, car il s'agit d'un fruit du démon Zoan mythique, le loup divin Okushi no Makami. Ce même loup blanc est vénéré comme un gardien dans tout le pays de Wano. Fait curieux, à propos du plus froid agent du gouvernement, il parle d'abord par l'intermédiaire d'un pigeon. Rob Lucci de la CP9 se cache derrière son oiseau Hattori pour masquer sa vraie nature. C'est un assassin sans pitié qui a mangé le fruit du léopard, un Zoan lui offrant une forme hybride redoutable. Il croit dur comme fer à la justice absolue, donc il tue même des innocents au nom de l'ordre. Face à la CP9, Luffy a dû inventer le Gear Second. Presque personne ne le sait, mais le samouraï comique de Wano possède un fruit du démon étonnant. Kinemon peut transformer de simples feuilles en n'importe quel vêtement, une capacité aussi utile qu'inattendue. Fidèle serviteur du clan Kozuki, il a voyagé 20 ans dans le futur grâce au pouvoir de Toki. Il paraît maladroit et bouffon, mais c'est un fin stratège et un bruteur capable de trancher les flammes elles-mêmes, donc il compte parmi les piliers de la reconquête de Wano. Ce qui est fascinant ici, c'est le geste discret de Kuma envers l'équipage au chapeau de paille. Sur l'archipel Sabaody, ce grand corsaire semblait dispersé aux quatre coins du monde par pure cruauté. En réalité, il les envoyait chacun sur une île qui les rendrait plus forts. Kuma se savait condamné à devenir une arme sans âme. Donc il a utilisé ses derniers instants de conscience pour les sauver. 2 ans plus tard, ce sacrifice a transformé l'équipage tout entier. Peu de gens savent que ce petit lutteur au masque de panda se cache un peu partout dans One Piece. Il apparaît en arrière-plan, noyé dans les foules, sur les navires ou même dans les tournois. Eiichiro Oda l'avait imaginé bien avant One Piece dans un ancien projet, mais il l'a gardé comme un clin d'œil récurrent. Le dessinateur s'amuse à le glisser discrètement, donc les lecteurs les plus attentifs passent des heures à traquer Pandaman, page après page, comme un jeu secret. Fait curieux, l'un des charpentiers les plus doués de l'histoire de One Piece est un homme-poisson nommé Tom. On le connaît surtout comme le maître de Franky, mais son œuvre est bien plus vaste. C'est lui qui a construit l'Oro Jackson, le navire du roi des pirates Gold Roger. Il a aussi conçu le train des mers de Water 7, une prouesse d'ingénierie. Il assumait fièrement son travail, donc il a préféré mourir plutôt que renier le navire de Roger. À l'origine, la marque du soleil portée par les pirates du soleil cachait un geste bouleversant. Fisher Tiger, un homme-poisson héroïque, avait été réduit en esclavage à Marijoa. Il s'est libéré seul et a délivré des dizaines d'esclaves de toutes les races. Beaucoup portaient encore la marque brûlée des dragons célestes sur la peau, une marque humiliante. Il ne pouvait pas l'effacer, donc il a recouvert chaque marque par un soleil, transformant la honte de ses prisonniers en symbole de liberté retrouvée. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que le plus grand cerveau du monde de One Piece est resté invisible pendant des centaines de chapitres. Vegapunk, le savant génial de la marine,
était évoqué sans jamais apparaître. On disait son intelligence en avance de 500 ans sur son époque. Oda a soigneusement retardé sa révélation, mais quand elle est venue, la surprise était totale. Vegapunk n'est pas un seul homme, donc il s'est divisé en plusieurs satellites, chacun incarnant une facette de sa pensée. Contre toute attente, l'homme qui a sauvé Trafalgar Law était le propre frère de son pire ennemi. Rosinante, surnommé Corazon, était le cadet de Doflamingo, mais il travaillait secrètement comme agent infiltré de la marine. Il portait le fruit du murmure, capable d'étouffer tous les sons autour de lui. Law était condamné par une maladie mortelle, donc Corazon a tout risqué pour lui trouver un remède. Il est mort en le protégeant, laissant à l'enfant son surnom et sa raison de vivre. Presque personne ne le sait, mais le calme amiral Aokiji a mené l'un des duels les plus longs de One Piece. Après la mort de Barbe Blanche, la place de grand amiral était vacante, donc Aokiji a affronté Akainu pour la décider. Leur combat s'est déroulé sur l'île de Punk Hazard et a duré 10 jours entiers. La chaleur du magma et la glace se sont affrontés jusqu'à briser le climat de l'île. Aokiji a perdu, donc il a quitté la marine par honneur. Un détail surprenant sur l'amiral Kizaru. Son pouvoir en fait peut-être l'homme le plus rapide de tout One Piece. Il a mangé le fruit de la lumière, un fruit Logia très rare. Cela lui permet de transformer son corps en lumière, mais surtout de se déplacer à la vitesse de la lumière elle-même. Ses coups de pied frappent avant même qu'on les voit venir. Peu d'adversaires peuvent suivre un tel mouvement. Donc Kizaru reste d'un flegme presque nonchalant, sûr de sa supériorité écrasante. Dans les coulisses du design des amiraux, Oda a caché un jeu de couleurs et de célébrités. Akainu signifie chien rouge, Aokiji, faisan bleu, et Kizaru, singe jaune, des noms tirés d'un vieux conte japonais. Mais Oda est allé plus loin encore. Il a modelé leurs visages sur ceux d'acteurs japonais réels des années passées. Akainu s'inspire ainsi d'une légende du cinéma nippon. Donc chaque amiral porte, sans le dire, le visage d'une star vénérée par l'auteur. Ce qui était fascinant ici, c'est le secret que Charlotte Pudding cachait sous sa frange. Fille de Big Mom, elle a longtemps dissimulé un troisième œil sur son front. On s'est moqué d'elle enfant, donc elle a appris à le camoufler par honte. Pourtant cet œil vient d'une tribu très ancienne et très rare. La légende dit que ses yeux, une fois éveillés, pourraient lire les poneglyphes, ces pierres qui renferment l'histoire perdue du monde. Sa faiblesse pourrait devenir une clé immense. Peu de gens savent que la douce princesse sirène de l'île des hommes-poissons est l'une des armes les plus redoutables du monde. Shirahoshi paraît fragile, peureuse et pleure sans cesse, mais elle porte en elle un pouvoir légendaire. Elle est la réincarnation de Poséidon, l'une des 3 antiques armes capables de bouleverser le monde. Elle peut appeler les rois des mers, ces monstres colossaux qui obéissent à sa voix. Elle l'ignore encore, donc son destin reste suspendu comme une menace endormie. Contre toute attente, le sévère grand amiral Sengoku cachait une transformation spectaculaire. Pendant des années, on ne connaissait de lui que sa stratégie et son autorité. Mais lors de la guerre au sommet, il a révélé son pouvoir. Il a mangé un fruit Zoan mythique, extrêmement rare, qui le change en un immense Bouddha doré. Sous cette forme, il projette des ondes de choc dévastatrices. Un tel fruit vaut une fortune, donc voir Sengoku le posséder rappelle à quel point il est redoutable. Un détail surprenant sur Bartholomew Kuma, son geste le plus discret a sauvé tout l'équipage au chapeau de paille. Avant leur séparation à l'archipel Sabaody, l'équipage laissait le Thousand Sunny sans surveillance. Kuma est resté seul à protéger le navire pendant 2 longues années. Personne ne lui avait demandé ce sacrifice, mais il l'a fait par loyauté envers Dragon et Vegapunk. Son corps était déjà à moitié machine, donc monter cette garde silencieuse fut peut-être son dernier acte vraiment humain. Ce soir, parlons de l'amiral Fujitora.
cet homme aveugle qui manie pourtant le sabre avec une précision redoutable. On pourrait croire à une simple idée de scénariste, mais Eiichiro Oda s'est directement inspiré d'un personnage bien réel du cinéma japonais, Zatoichi, le masseur aveugle et bretteur légendaire incarné par l'acteur Shintaro Katsu. Oda voulait un amiral qui refuse de voir la corruption du gouvernement mondial. Donc il en a fait un homme, choisissant volontairement l'obscurité. Un détail poétique qui en dit long. Presque personne ne le sait, mais Cavendish, ce pirate élégant et vaniteux, cache une seconde personnalité bien plus terrifiante. Le beau gosse admiré des foules paraît inoffensif, mais dès qu'il s'endort, une entité nommée Akuba prend le contrôle de son corps. Ce tueur incontrôlable se déplace si vite qu'on ne voit même pas ses coups, donc Cavendish lui-même ignore souvent ce qu'il a fait à son réveil. Oda a bâti là un contraste fascinant entre la vanité et une violence endormie. Fait curieux, à propos de Bartolomeo, ce pirate au comportement grossier et provocateur. On le prend d'abord pour une brute imprévisible, mais derrière cette façade se cache le plus grand fan de Luffy et de son équipage. Il collectionne leurs affiches, garde précieusement un autographe signé par Luffy et vénère chacun de leurs exploits. Grâce aux fruits barrières, il peut ériger des murs quasi indestructibles, donc il utilise ce pouvoir pour protéger ses idoles, un antagoniste apparent transformé en allié touchant. À l'origine, Gekko Moria n'a pas toujours été ce capitaine paresseux régnant sur Thriller Bark. Ce personnage effrayant, capable de voler les ombres des vivants, cache une blessure profonde. Autrefois, il avait un équipage entier et de grandes ambitions dans le Nouveau Monde, mais Kaido a massacré tous ses compagnons devant ses yeux. Ce traumatisme l'a poussé à créer une armée de zombies, donc il ne dépendrait plus jamais d'êtres vivants susceptibles de mourir. Sa cruauté cache un homme brisé par le deuil. Dans les coulisses, César Clown n'est pas qu'un simple savant fou, obsédé par les armes chimiques. Ce personnage au rire glaçant partage un passé étonnant, car il travaillait autrefois aux côtés du docteur Vegapunk, le plus grand génie du monde. Les deux hommes faisaient partie du groupe de recherche Mads, mais leurs visions se sont opposées. Vegapunk voulait aider l'humanité, tandis que César ne cherchait que le profit et la destruction. Cette rivalité de génie explique toute sa rancœur amère et démesurée. Ce qui est fascinant ici, c'est l'origine secrète de King, le bras droit de Kaido. Derrière son masque se cache le dernier membre d'une race quasi disparue, les Lunariens, un peuple qui vivait autrefois au sommet de la Red Line, tout près du soleil. Ces êtres pouvaient produire des flammes sur leur corps et survivre à presque tout, donc le gouvernement mondial les a traqués jusqu'à l'extinction. King fut capturé et exhibé comme une bête, mais Kaido l'a libéré et lui a offert un nom. Un détail surprenant sur Queen, ce cyborg extravagant au service de Kaido. On le voit surtout danser et faire le pitre, mais cet homme fut jadis un brillant scientifique. Comme César Clown, il appartenait au groupe de recherche Mads où il côtoyait Vegapunk et même Judge Vinsmoke, le père de Sanji. Ces esprits brillants ont ensuite emprunté des chemins bien sombres dont Queen a réinvesti son savoir dans la création de virus et d'armes biologiques terrifiantes. Un savant tombé du côté obscur. Contre toute attente, Wapol, ce roi tyrannique et grotesque chassé du royaume de Drum, connaît l'un des destins les plus improbables de tout One Piece. Vaincu par Luffy, il aurait pu disparaître dans l'oubli, mais grâce à son fruit du démon, qui lui permet de dévorer n'importe quoi, il a inventé un matériau révolutionnaire, le Wapometal. Il est ensuite devenu un homme d'affaires immensément riche, marié à une superbe femme, le méchant ridicule transformé en maga prospère, une ironie savoureuse signée Oda. Peu de gens savent que le petit Momonosuke, fils du seigneur Oden, doit sa forme de dragon à une expérience du docteur Vegapunk. On imagine souvent un pouvoir hérité ou naturel, mais il a en réalité mangé un fruit du démon artificiel modelé sur celui de Kaido lui-même.
Ce fruit était instable et imparfait, donc sa transformation en dragon reste d'abord maladroite et incontrôlable. Le hasard a fait de cet enfant l'héritier d'un pouvoir jumeau de celui de son plus grand ennemi. Fait curieux sur Beppo, cet ours blanc parlant qui accompagne Trafalgar Law. On le prend souvent pour un simple mascotte mignonne et maladroite, toujours prompte à s'excuser, mais il est en réalité un mink, membre d'une tribu de guerriers venus de l'île Zou. Ces créatures peuvent libérer une puissance électrique dévastatrice grâce à l'électro et se métamorphoser sous l'effet de la pleine lune en une forme surpuissante appelée Sulong. Derrière ces excuses timides se cache donc un combattant redoutable, capable de tenir tête aux plus grands adversaires du Nouveau Monde. Ce qui est assez fascinant ici, c'est la double vie de Kozuki Hiyori, la fille du seigneur Oden. Après le massacre de sa famille, on la croyait morte à jamais, mais elle a survécu en dissimulant sa véritable identité. Elle est devenue Komurasaki, la plus célèbre courtisane de Wano, admirée et convoitée par les plus puissants. Sous ce masque de beauté légendaire, elle attendait patiemment l'heure de la vengeance, donc personne ne soupçonnait que cette femme raffinée portait le sang des Kozuki dans ses veines. Un détail surprenant à propos de Charlotte Cracker, l'un des fils les plus redoutés de Big Mom. On croit affronter un chevalier gigantesque et invincible, mais cette armure imposante n'est en réalité qu'une carapace de biscuit façonnée par son fruit du démon. Grâce au pouvoir du biscuit, il fabrique des soldats de gâteaux infatigables et se cache lui-même à l'intérieur. Luffy a failli s'épuiser à combattre ces créatures sans fin, donc il a fini par les dévorer, littéralement, pour atteindre le petit homme dissimulé derrière sa forteresse de biscuits. Fait curieux, lorsque les 11 pirates de la pire génération se réunissent sur l'archipel des Sabaody, on imagine souvent que Luffy domine déjà tout le monde. Pourtant, sa prime de 300 millions de berries reste dépassée par celle d'Eustace Kid, qui culmine à 315 millions. Kid était donc, à ce moment précis, le rookie le plus redouté aux yeux de la marine, mais Luffy allait bientôt bouleverser cette hiérarchie après le terrible affrontement de Marineford. Peu de gens savent que Reiju, la sœur aînée de Sanji, porte le surnom de Poison Pink. Comme ses frères, elle a été modifiée avant sa naissance dans le laboratoire de leur père pour devenir une arme parfaite, dénuée d'émotion. Mais la manipulation n'a pas complètement fonctionné et elle a conservé sa compassion tout comme son petit frère Sanji, sur qui la transformation avait échoué. Elle peut absorber n'importe quel poison sans risque, ce qui l'a poussé en secret à protéger son petit frère durant leur enfance. Dans les coulisses de l'arc d'Ennis Lobby, Eiichiro Oda cherchait un fruit du démon capable de surprendre autant les personnages que les lecteurs. Il aurait pu choisir un fauve impressionnant, mais il a délibérément opté pour l'animal le plus inattendu qui soit. Donc, en mordant son fruit Zoan, l'agent Kaku se transforme en girafe sous les regards médusés de ses adversaires. Ce choix comique, aussi surprenant qu'absurde, reste l'un des plus déstabilisants offerts par l'auteur. À l'origine, le bras droit de Crocodile, connu sous le nom de Mr. 1, semble n'être qu'un homme silencieux et massif. Mais Das Bones cache un pouvoir redoutable, car son fruit du démon lui permet de transformer chaque partie de son corps en lame d'acier tranchant. Zoro affronte cet ennemi coriace à Alabasta, donc c'est précisément contre lui qu'il apprend à trancher l'acier lui-même. Ce duel marque une étape décisive dans la progression du sabreur au bandana. Contre toute attente, le gardien royal d'Alabasta accomplit l'un des sacrifices les plus héroïques du manga. Alors qu'une bombe géante menace de raser la capitale et des milliers d'habitants, Pell, doté d'un fruit zoan de faucon, saisit l'engin et s'envole aussi haut que possible. L'explosion éclate en plein ciel, donc la ville est épargnée de justesse. Beaucoup le croient mort, mais il réapparaît vivant plus tard, devenant ainsi l'un des rares personnages
à survivre à une telle détonation. Un détail surprenant se cache dans le peuple des Minks, ces habitants animaux de l'île de Zunisha. La petite lapine carotte paraît douce et enjouée, mais lorsque la pleine lune illumine le ciel, tout bascule. Les Minks entrent alors dans une transformation appelée Sulong, qui décuple leur force et leur vitesse au point de rivaliser avec les plus grands guerriers. Ce pouvoir reste toutefois dangereux, donc perdre le contrôle sous cette forme peut mener à sa propre perte. Presque personne ne le sait, mais le père de Vivi appartient à une lignée royale au destin extraordinaire. La famille Nefertari faisait partie des 20 rois qui ont fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans. Pourtant, contrairement aux autres, ses ancêtres ont refusé de monter vivre à Marijois, parmi les dragons célestes, donc ils sont restés à Alabasta auprès de leur peuple. Cobra incarne ainsi une royauté humble, ce qui rend sa mort ultérieure d'autant plus bouleversante. À l'origine, le fils aîné de Big Mom paraît n'être qu'un personnage comique à la langue toujours pendante. Mais Perospero possède un fruit du démon, parmi les plus polyvalents de l'archipel, car il lui permet de créer et manipuler du bonbon à volonté. Il peut solidifier ce sucre pour bâtir des murs, des escaliers ou des armes gigantesques. Donc, lors de la fuite de l'équipage du chapeau de paille, c'est lui qui faillit tous les piéger dans une prison de caramel. Ce qui est si fascinant ici, c'est le paradoxe qui définit la gladiatrice de Dressrosa. Rebecca combat dans l'arène du Corrida Colosseum sous les acclamations de la foule, mais elle refuse catégoriquement de blesser ses adversaires. Elle a juré de ne jamais tuer personne, donc elle remporte ses combats uniquement grâce à une esquive et une agilité prodigieuses. Cette promesse pacifiste, ancrée au plus profond de sa nature, fait d'elle une combattante unique dans un monde pourtant dominé par la violence. Peu de gens savent que le geste le plus cruel de Kuma envers l'équipage était en réalité un acte de protection. Sur l'archipel des Sabaody, il disperse Luffy et ses 8 compagnons aux 4 coins du monde, ce qui semble être une punition terrible. Mais il les envoie précisément vers des lieux où ils pourront s'entraîner et survivre. Donc, cette séparation forcée devient le point de départ de leur puissance future. Révolutionnaire, agissant dans l'ombre, il suivait secrètement sa propre volonté. Un détail surprenant sur l'immense territoire de Big Mom concerne l'un de ses réseaux d'espionnage les plus redoutables. Charlotte Brûlé possède un fruit du démon lié au miroir, ce qui lui permet de voyager instantanément d'une glace à une autre à travers tout Totoland. Chaque reflet devient une porte, donc rien n'échappe longtemps à la surveillance de la famille Charlotte. C'est grâce à ce pouvoir que Luffy parvient finalement à traverser le monde des miroirs lors de sa fuite du gâteau de mariage. Presque personne ne le remarque au premier regard, mais la jeune officière de l'armée révolutionnaire cache un passé déchirant. Enfant, Koala fut réduite en esclavage par les dragons célestes, avant d'être libérée par Fisher Tiger et les pirates du soleil. Cette expérience l'a profondément marquée, donc elle a consacré sa vie à combattre l'injustice aux côtés de Sabo. Aujourd'hui experte en art martial des hommes-poissons, elle transmet à son tour ce savoir, faisant le pont entre 2 peuples longtemps déchirés. Peu de gens savent que le visage de Tashigi n'est pas un hasard. Eiichiro Oda l'a dessiné volontairement comme le portrait craché de Kuina, l'amie d'enfance de Zoro, morte trop tôt. Le sabreur croise donc cette marine maladroite et se retrouve figé, incapable de la frapper. Ce trouble n'est pas une faiblesse d'écriture, mais un piège émotionnel savamment posé par l'auteur. Oda voulait rappeler à Zoro sa promesse, donc chaque duel avec Tashigi devient un fantôme du passé. Fait curieux, le père d'Usopp est peut-être le meilleur tireur de tout l'équipage de Shanks. Yasopp a quitté son île quand son fils était encore un bébé, non par indifférence, mais parce que l'appel de la mère était trop fort. Sa réputation dépasse l'entendement. On raconte qu'il pourrait viser l'antenne d'une fourmi sans jamais toucher son corps.
Usopp n'a jamais connu son père, donc il grandit en idéalisant ce héros lointain, forgeant lui-même son rêve de courage. À l'origine, Foxy le renard argenté ne devait être qu'un adversaire comique et oubliable. Pourtant son fruit du démon cache un pouvoir redoutable. Le Noro lui permet d'émettre des photons, ralentissant sa cible pendant 30 secondes entières. La victime bouge encore, mais si lentement qu'elle semble figée dans le temps. Ce n'est donc pas un gag inoffensif, mais une arme capable de neutraliser presque n'importe qui. Oda adorait tellement ce personnage qu'il l'a fait réapparaître à plusieurs reprises. Presque personne ne le sait, mais le père tyrannique de Sanji fut autrefois le collègue de génie de Vegapunk. Vinsmoke Judge et le plus grand scientifique du monde ont étudié ensemble le fameux facteur héréditaire, cette clé du corps humain. Judge rêvait d'une armée de soldats parfaits, donc il n'a pas hésité à manipuler ses propres enfants avant leur naissance. Cette obsession a créé le Germa 66, mais elle a aussi brisé la famille et poussé Sanji vers la mer. Ce qui est fascinant ici, c'est le destin discret de Kaya, l'amie d'enfance d'Usopp. Longtemps clouée au lit par la maladie, cette jeune fille fortunée aurait pu se laisser sombrer dans la mélancolie. Mais après avoir vu Usopp la protéger au péril de sa vie, elle a choisi une autre voie. Elle a décidé de devenir médecin pour ne plus jamais se sentir impuissante. Sa guérison n'était donc pas seulement physique, mais surtout un éveil offert par la promesse d'un ami. Un détail surprenant sur Wiper, le guerrier de Chandia dans le ciel. Cet homme fier descend directement de Kalgara, l'ancêtre légendaire lié à l'histoire de Norland, le menteur. Wiper se bat pour reprendre une terre volée à son peuple depuis des générations, donc sa rage semble aveugle. Mais derrière cette fureur se cache une fidélité absolue à ses ancêtres. Il n'oublie jamais la cloche d'or que Kalgara voulait faire résonner, donc son combat dépasse largement sa propre existence. Contre toute attente, Vivi n'était pas censée rester une simple princesse figurante. Oda a longuement hésité à faire d'elle une membre permanente de l'équipage du chapeau de paille. Elle a infiltré Baroque Works pendant des années, risquant sa vie pour sauver son royaume d'Alabasta. Beaucoup de fans espéraient l'avoir embarquée définitivement, mais son devoir envers son peuple l'a retenue à terre. Son adieu reste donc l'un des moments les plus déchirants de toute l'aventure. Dans les coulisses, l'homme-poisson Hachi incarne à lui seul toute la complexité de One Piece. Ancien membre des pirates d'Arlong, il fut d'abord un ennemi cruel de Nami et de son village. Pourtant, Oda a choisi de le transformer en allié touchant, tenancier de takoyaki au grand cœur. Ce virage n'était pas gratuit, il montre que la haine entre humains et hommes-poissons peut être surmontée. Hachi devient donc un pont vivant entre deux mondes que tout séparait. Peu de gens savent que Kaido est surnommé la créature la plus forte du monde pour une raison précise. On raconte qu'il a tenté de se suicider d'innombrables fois, sautant même du ciel, mais que rien n'a jamais pu le tuer. Cette invulnérabilité n'est pas une bénédiction pour lui, mais une malédiction née de l'ennui. Kaido cherche donc la mort dans les combats les plus violents. Sa quête désespérée explique pourquoi il rêvait de déclencher la plus grande guerre du monde. Fait curieux, le charlatan qui a sauvé Chopper n'a jamais réellement guéri un seul patient. Le docteur Iluluk se disait médecin, mais ses remèdes empiraient souvent l'état des malades. Pourtant, sa foi en la médecine et en la bonté était sincère et bouleversante. Il croyait qu'un homme meurt vraiment le jour où on l'oublie, donc il a offert à Chopper une raison de vivre. Son sacrifice, honoré plus tard par une pluie de cerisiers, reste l'un des adieux les plus poignants de la série. Presque personne ne le sait, mais la tenancière du bar de Sabaody cache un passé explosif. Shaki, la compagne de Rayleigh, fut autrefois une pirate redoutée, active il y a une 40aine d'années. Aujourd'hui,
Elle sert des vers avec un calme désarmant, mais elle connaît chaque secret du nouveau monde. Son savoir immense n'est pas un hasard. Elle a côtoyé les plus grands, donc elle guide discrètement l'équipage vers les vérités que personne d'autre n'oserait révéler. Un détail surprenant sur la petite Tama du pays de Wano. Cette fillette fragile possède un fruit du démon rare qui lui permet de fabriquer des boulettes à partir de ses joues. Ces friandises ne sont pas ordinaires. Elles peuvent apprivoiser instantanément n'importe quelle bête féroce. Tama semblait donc sans défense, mais elle a rallié des milliers de créatures à la rébellion. Son pouvoir enfantin est devenu une arme décisive, prouvant que même les plus petits peuvent renverser un tyran. Peu de gens savent que Barbe Noire est le seul pirate à posséder 2 fruits du démon en même temps. Normalement, en manger un second condamne à une mort certaine, le corps ne pouvant supporter 2 pouvoirs. Mais lui a défié cette règle, arrachant le fruit des tremblements de Barbe Blanche pour l'ajouter à son fruit des ténèbres. Donc Oda a fait de lui une anomalie vivante, un mystère jamais totalement expliqué, qui hante encore les théories des lecteurs les plus attentifs. À l'origine, avant l'ère de Gold Roger, un homme régnait sur les mers, Rox D. Xebec. Son équipage réunissait des noms devenus légendaires, comme un jeune Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, tous simples membres à l'époque. Mais son ambition démesurée menaçait le monde entier, donc Roger et Garp, ennemis jurés, se sont exceptionnellement alliés pour l'abattre lors de l'incident de God Valley. Un affrontement effacé de l'histoire officielle dont presque personne n'ose parler aujourd'hui. Dans les coulisses, la silhouette d'Ivankov n'est pas née du hasard. Beaucoup pensent qu'Oda se serait inspiré de Frankenfurter, le personnage flamboyant du Rocky Horror Picture Show, jusqu'à la coiffure et l'attitude théâtrale. Mais il a poussé le clin d'œil encore plus loin en lui donnant un pouvoir cohérent avec cette identité, le fruit des hormones, capable de changer le sexe d'un être vivant. Donc, derrière ce personnage extravagant se cacherait un hommage à la culture underground que peu de spectateurs remarquent vraiment. Un détail surprenant concerne Pika, l'immense colosse de l'équipage de Doflamingo. Malgré sa carrure impressionnante et sa voix censée inspirer la terreur, il possède en réalité une voix suraiguë et ridicule. Ce contraste comique n'est pas un accident, mais un effet assumé par Oda pour ce personnage arrogant. Donc chaque fois qu'il parle, ses ennemis peinent à le prendre au sérieux, transformant un adversaire redoutable en source de moquerie, ce qui le rend fou de rage sur le champ de bataille. Fait curieux, parmi les enfants de Big Mom, Charlotte Smoothie possède un pouvoir aussi effrayant que discret. Grâce à son fruit du démon, elle peut presser n'importe quel être vivant comme un fruit, extrayant tout liquide de son corps. Mais le plus troublant, c'est qu'elle absorbe ce jus pour grandir démesurément et décupler sa force. Donc, derrière son allure élégante se cache une prédatrice terrifiante, capable de vider un adversaire de sa substance en quelques instants seulement, sans le moindre effort apparent. Presque personne ne le sait, mais l'un des tout premiers personnages rencontrés par Luffy vit coincé dans un coffre au trésor. Gaimon est tombé dedans il y a 20 ans et n'a jamais réussi à en sortir, son corps ayant fini par épouser la forme de la boîte. Mais malgré cette existence absurde, il refuse de quitter son île pour protéger ses animaux. Donc Oda l'a créé comme un symbole doux amer, mêlant humour et solitude dans un des premiers chapitres du manga. Ce qui est assez fascinant ici, c'est le pouvoir unique de Toki, l'épouse de Kozuki Oden. Son fruit du démon lui permet de voyager dans le temps, mais uniquement vers le futur, jamais vers le passé. Grâce à lui, elle a projeté son fils Momonosuke et plusieurs samouraïs 20 ans en avant pour sauver l'avenir de Wano. Donc son sacrifice a rendu possible toute la bataille finale de l'arc, faisant d'elle une pièce essentielle du plan, bien qu'elle soit morte 20 ans avant que cette bataille ne puisse enfin avoir lieu.
Contre toute attente, le célèbre Room de Trafalgar Law cache une référence médicale précise. Son fruit du démon, l'Opop, en fait un chirurgien capable de découper et réarranger tout ce qui entre dans sa sphère. Mais Oda a poussé le réalisme jusqu'à baser son pouvoir sur la logique d'une salle d'opération où le chirurgien contrôle tout. Donc chaque technique porte un nom chirurgical et son surnom de chirurgien de la mort n'est pas qu'une métaphore, mais le cœur même de son identité. Un détail surprenant concerne le passé éditorial de Vivi. Oda a un jour révélé qu'il avait envisagé de faire d'elle un membre permanent de l'équipage du Chapeau de paille. Mais il a finalement renoncé, jugeant que ses responsabilités de princesse d'Alabasta la retiendraient trop à son royaume. Donc au lieu de la garder à bord, il a transformé son départ en un adieu déchirant, où l'équipage lève le bras pour montrer leur marque d'amitié, une scène restée culte parmi les fans. Peu de gens savent que le pouvoir de Jewelry Bonnie a longtemps intrigué les lecteurs avant d'être clarifié. Son fruit du démon lui permet de manipuler l'âge, aussi bien le sien que celui des autres, en avançant ou reculant dans le temps physique d'un corps. Mais Oda a entretenu le mystère pendant des années, laissant croire à un lien direct avec Kuma. Donc quand la vérité sur son origine a éclaté à Egghead, elle a bouleversé la perception de nombreux fans sur ce personnage énigmatique. Un accident heureux se cache derrière l'un des moments les plus marquants du manga. Quand Shanks perd son bras face au roi des mers pour sauver Luffy, beaucoup y voyaient un simple geste héroïque, mais Oda a confié qu'il voulait ainsi prouver au lecteur que ce monde était dangereux et sans retour, un bras perdu ne repoussant jamais. Donc ce sacrifice a posé les règles émotionnelles de toute la série, montrant dès le premier chapitre que les conséquences seraient réelles et permanentes. Presque personne ne le sait, mais le grand-père de Momonosuke, l'ancien shogun de Wano, était encore vivant caché sous terre pendant tout l'arc. Sukiyaki s'était réfugié dans les entrailles du pays pour échapper à Orochi, préservant les secrets de sa lignée. Mais il détenait aussi une connaissance capitale sur les poneglyphes et l'ouverture des frontières. Donc sa révélation tardive a apporté un éclairage précieux sur l'histoire oubliée du monde, reliant discrètement Wano au mystère central que Luffy cherche encore à percer. Peu de gens savent que ce pirate au regard froid porte le nom d'un vrai flibustier. Eiichiro Oda l'a baptisé d'après Sir Francis Drake, le corsaire anglais du XVIe siècle. On le prend longtemps pour un simple supernova, mais son passé cache bien plus lourd. C'était un ancien contre-amiral de la marine, donc infiltré chez les pirates pour l'unité secrète SWORD. Son fruit du démon en fait un allosaure, un dinosaure préhistorique, ajoutant encore au mystère de ce personnage double. Fait curieux, ce pirate en costume élégant n'est pas sorti de nulle part. Oda l'a directement inspiré d'Al Capone, le célèbre gangster de Chicago des années 20. Mais Oda ne s'arrête pas au clin d'œil visuel. Il lui offre le fruit du château qui transforme son propre corps en véritable forteresse vivante. Beige peut donc abriter une armée entière à l'intérieur de lui, avec canons et soldats, faisant de ce mafieux une citadelle mobile aussi redoutable qu'imprévisible sur le champ de bataille. À l'origine, ce guerrier masqué au faux tranchant avait un secret bien caché sous son casque. Oda l'a longtemps gardé sans visage, alimentant la curiosité des lecteurs pendant des années. Mais la révélation arrive à Wano de façon cruelle. Forcé d'avaler un smile défectueux, Killer perd la capacité de pleurer et rit contre sa volonté à chaque douleur. Ce bras droit de Kid devient donc une figure tragique, condamnée à sourire alors que tout, en lui, hurle de souffrance. Ce qui est fascinant ici, c'est le pouvoir brûlant du quatrième fils de Big Mom. Oven possède le fruit de la chaleur, capable de porter tout ce qu'il touche à des températures extrêmes. On croirait un simple pouvoir offensif, mais Oda pousse la logique bien plus loin. Oven peut faire bouillir
la mer entière autour de lui, donc transformer l'océan en piège mortel pour les fuyards. Cette maîtrise thermique en fait l'un des gardiens les plus impitoyables de la famille Charlotte. Contre toute attente, ce pirate aux allures de magicien tient son nom d'un vrai pirate anglais, John Hawkins. Oda lui donne un thème unique dans tout l'univers, la divination par les cartes de tarot, mais son fruit du démon va au-delà du simple présage. Hawkins transforme son corps en paille vaudou, donc il détourne les blessures reçues vers d'autres personnes attachées à lui. Ce mélange de sorcellerie et de survie fait de lui un adversaire troublant, capable de prédire ses propres chances de mourir. Dans les coulisses, Oda a conçu ce supernova comme un véritable instrument de musique vivant. Le corps d'Apu lui-même se transforme, ses bras devenant cymbales, et sa bouche un pavillon capable d'émettre des attaques sonores. On pense d'abord à un gadget amusant, mais ces ondes deviennent des lames invisibles. Apu joue donc une mélodie qui tranche et explose à distance, sans jamais toucher sa cible. Cette arme musicale rare le rend imprévisible face à des combattants habitués aux affrontements classiques. Un détail surprenant échappe souvent aux lecteurs pressés lors de l'attaque de l'archipel Sabaody. Avant d'être transformé en arme sans âme, Kuma laisse une dernière volonté secrète. Il demande à Vegapunk de protéger le navire des chapeaux de paille pendant 2 ans. On croit d'abord à une trahison brutale, mais c'était un acte d'amour caché. Kuma disperse donc l'équipage pour le sauver, chaque projection étant une chance de devenir plus fort. Sa cruauté apparente cachait la plus tendre des protections. Presque personne ne le sait, mais ce guerrier félin des Mokomo avait déjà tout sacrifié bien avant Whole Cake Island. Pedro a échangé 100 ans de sa propre vie contre sa liberté, arraché au geôle de Big Mom. On le voit combattre avec insouciance, mais chaque instant lui est compté. Cette dette du temps explique donc son sacrifice final, où il s'immole pour ouvrir la voie à l'équipage. Pedro donne littéralement ses dernières années pour que d'autres puissent poursuivre le rêve. Fait curieux, Oda adore glisser des thèmes culinaires dans la famille Charlotte, et ce fils en est la preuve. Mondor porte le nom d'un fromage français fondant du Jura, mais son pouvoir n'a rien de tendre. Il possède le fruit du livre, capable d'emprisonner ses ennemis à l'intérieur des pages. Mondor peut donc enfermer et déplacer des personnes entières dans ses ouvrages, transformant une bibliothèque en prison mouvante. Derrière ce nom gourmand se cache l'un des geôliers les plus rusés. Ce qui est fascinant ici, c'est l'inspiration puisée dans les contes des 1001 nuits. Le troisième fils de Big Mom possède le fruit de la lampe, un pouvoir directement tiré d'Aladin. En se frottant le corps, Daifuku invoque un génie guerrier massif et brutal. On imagine un souhait exaucé, mais ce génie ne connaît que la destruction. Daifuku commande donc ce colosse spectral pour frapper à distance, mêlant folklore oriental et puissance dévastatrice dans un design que seul Oda pouvait imaginer. Peu de gens savent qu'Oda avait prévu un tout autre nom pour le cuisinier de l'équipage. Sanji devait initialement s'appeler Naruto, mais un certain manga ninja est sorti au même moment. Oda change donc de nom pour éviter toute confusion avec l'œuvre de Kishimoto. Le chiffre 3, San en japonais, remplace l'idée du tourbillon. Ce petit hasard éditorial a donc façonné l'identité de l'un des personnages les plus populaires de la série, sans que les lecteurs ne s'en doutent. Contre toute attente, ce géant au rire si particulier appartient à la mystérieuse lignée des anciens vice-amiral de la marine, Soul déserte par refus du massacre programmé d'Ohara. On croit longtemps qu'il a péri gelé par Kuzan, mais Oda réserve une surprise. Soul survit et réapparaît, bien vivant, des années plus tard sur son île natale. Son sacrifice apparent sauve donc la petite Robin, tissant un lien invisible entre le passé tragique et l'avenir de l'archéologue.
Peu de gens savent que Laboon, l'immense baleine, attend ses amis depuis un demi-siècle. À l'entrée de Grand Line, ce colosse se cogne sans cesse la tête contre le Red Line, au point de saigner. On pourrait croire à une bête devenue folle, mais la vérité est bouleversante. Son ancien équipage, les Rumbar Pirates, lui avaient promis de revenir. Ils sont presque tous morts, donc Laboon frappe la falaise en espérant encore entendre leur chant. Fait curieux, le vieux gardien du phare des jumeaux cache un passé immense. Cet homme discret qui veille sur Laboon semble n'être qu'un ermite tranquille, mais il fut le médecin personnel de Gol dérogé. C'est lui qui, grâce à son savoir, a maintenu le roi des pirates en vie assez longtemps pour boucler le tour de Grand Line. Il a donc côtoyé la légende de plus près que quiconque, puis il s'est retiré au bord du monde. À l'origine, les deux géants de Little Garden n'étaient pas des ennemis. Dory et Broggy, fiers guerriers d'Elbaf, s'affrontent pourtant en duel depuis plus de 100 ans sur cette île préhistorique. Un désaccord impossible à trancher les oppose, mais aucun ne veut abandonner, car leur honneur de guerrier l'exige. Ils se battent jusqu'à l'épuisement, se soignent, puis recommencent, sans se souvenir de la cause. Leur combat est devenu une prière offerte à leur dieu, Elbaf. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce personnage vient d'une vraie légende marine. Vanderdecken, l'homme capable de lancer n'importe quel objet vers sa cible grâce à son pouvoir, porte un nom lourd de sens. Oda ne l'a pas inventé au hasard, mais l'a emprunté au capitaine maudit du vaisseau fantôme, le célèbre Hollandais volant. Ce marin légendaire était condamné à errer sur les mers pour l'éternité. Donc, son nom colle parfaitement à ce prétendant obsessionnel et rejeté. Contre toute attente, les habitants de Zou cachent une transformation redoutable. Inuarashi, le souverain du jour, semble n'être qu'un guerrier mink parmi d'autres, mais son peuple détient un secret jalousement gardé. Sous la pleine lune, si les minks contemplent l'astre directement, ils entrent en forme sulongue et voient leur puissance décuplée jusqu'à devenir presque incontrôlable. C'est pourquoi leur île reste protégée par un éléphant géant, donc peu d'ennemis ont vu ce déchaînement. Un détail surprenant se cache derrière le conte du menteur Noland. Cet explorateur, moqué par tous et exécuté pour avoir prétendu avoir vu une cité d'or, est passé à la postérité comme un affabulateur. On rit de lui dans les livres pour enfants, mais il disait la vérité. La ville avait simplement été emportée dans le ciel. Sa parole fut donc trahie par le destin, puis réhabilitée des siècles plus tard par Luffy et ses compagnons. Presque personne ne le sait, mais le nom de ce colosse cache une double référence. Kuma, en japonais, signifie tout simplement l'ours, ce qui explique son thème et sa Bible toujours en main. Mais Oda a poussé le clin d'œil plus loin, en empruntant aussi au nom d'un célèbre pirate ayant réellement existé. Son calme glacial et sa loyauté brisée en font l'un des révolutionnaires les plus tragiques, donc son apparence débonnaire masque une immense souffrance. Dans les coulisses, le petit héritier de Wano possède un pouvoir totalement artificiel. Momonosuke, ayant mangé un fruit du démon fabriqué par Vegapunk, se transforme en dragon plutôt qu'en simple animal. Ce fruit cherchait pourtant à reproduire le pouvoir de Kaido, mais l'expérience fut jugée ratée par ses créateurs. Le résultat semblait imparfait, donc Vegapunk l'avait abandonné, ignorant qu'entre les mains de l'enfant, ce dragon deviendrait un jour le symbole de la renaissance de Wano. Un détail surprenant entoure la bouche de ce commandant redouté. Katakuri, invaincu et admiré, cache constamment le bas de son visage derrière une écharpe. On imagine une raison stratégique, mais la vérité est plus humaine. Ses dents pointues et sa large bouche lui valurent des moqueries cruelles dans son enfance. Il a donc dissimulé ce complexe toute sa vie pour préserver son image parfaite, jusqu'à ce que Luffy découvre ce secret et choisisse de le respecter. Fait curieux, ce membre de l'équipage de Big Mom
vient du même peuple que les guerriers de Zhou. Pekoms, ce lion capable de se transformer, est un mink originaire de l'île de Zhou. Malgré sa loyauté envers Big Mom, son cœur reste attaché à ses racines, donc il refuse de trahir ses anciens amis quand l'occasion se présente. Cette fidélité manque de lui coûter la vie, mais elle révèle qu'un code d'honneur bat sous son allure de pirate impitoyable. Presque personne ne le sait, mais le vrai nom du roi des pirates fut longtemps caché au monde. Tout le monde l'appelle Gold Roger, mais son nom véritable est Gold D. Roger, avec ce mystérieux D au milieu. Le monde ne l'a longtemps connu que sous cette forme déformée, car on raconte que cette lettre porterait une signification mystérieuse liée à l'histoire oubliée. Ce simple D relie donc Roger à Luffy, à Ace et à toute une lignée de porteurs de la volonté du D. À l'origine, Oda avait pensé le frère de Luffy bien différemment. Ace, fils caché de Gol, D. Roger, porte le nom de sa mère, Portgas, pour dissimuler son ascendance interdite. Rouge a retenu sa grossesse 20 mois durant, au prix de sa vie, mais ce sacrifice a permis à l'enfant d'échapper à la marine. Ace grandit donc en haïssant son père avant de comprendre, trop tard, que le sang ne définit pas la valeur d'un homme. Dans les coulisses de la création, Eiichiro Oda n'a pas commencé seul au sommet. Avant One Piece, il était simple assistant sur Kenshin le Vagabond, où il apprenait le rythme du dessin sous pression. Il rêvait déjà de pirate, mais personne ne misait sur ce genre passé de mode. Il a donc peaufiné plusieurs versions d'un one-shot nommé Romance Dawn, testant Luffy encore et encore. Ce travail patient a façonné le manga le plus vendu de l'histoire, né d'un rêve tenace. Peu de gens savent que le Vogue Mary n'est pas qu'un simple bateau dans l'univers d'Oda. Selon la légende marine, un navire aimé assez longtemps développe un esprit protecteur, le claboterment. Le Mary a tellement veillé sur l'équipage qu'il a fini par apparaître sous forme d'esprit. Il était trop abîmé pour naviguer encore, donc l'équipage lui a offert des funérailles bouleversantes. Ce navire, nommé d'après l'intendant de la famille de Kaya, reste l'un des adieux les plus émouvants du manga. Fait curieux, à propos du Thousand Sunny, le navire Lion construit par Franky. Il n'est pas fait de bois ordinaire, mais du bois d'Adam, la matière la plus rare et solide du monde d'Oda. Ce bois provenait de l'arbre au trésor Adam, un matériau si précieux que Franky l'a réservé pour bâtir son chef-d'œuvre. C'est le même type de bois que le navire de Gold des Roger, donc le Sunny partage un héritage direct avec le roi des pirates lui-même. Presque personne ne le sait, mais avant Enel, un autre homme portait le titre de dieu de Skypiea. Il s'appelait Ganfol, un vieux guerrier au cœur juste, renversé par le tyran électrique. Loin d'abandonner, il a continué de veiller sur son peuple sous le nom de Chevalier du Ciel. Sa monture, un oiseau, avait mangé un fruit du démon du cheval. Elle pouvait donc se transformer en cheval, tout en gardant sa capacité naturelle à voler, formant une sorte de Pégase, mélange étrange et poétique typique d'Oda. À l'origine, Don Krieg se vantait de commander la flotte la plus puissante d'East Blue, 50 navires et 5000 hommes armés jusqu'aux dents. Il croyait pouvoir conquérir Grand Lane grâce à son arsenal caché sous son armure dorée. Mais une seule rencontre a brisé cet orgueil, celle d'Œil de Faucon Mihawk qui a détruit sa flotte entière presque sans effort. Krieg est ainsi devenu la première leçon d'humilité de la série, montrant que la vraie force dépasse le nombre. Un détail surprenant se cache derrière Jin, l'homme démon de la flotte de Don Krieg, réputé sans pitié. Affamé et mourant, il avait été recueilli au Baratie, où Sanji lui avait servi un repas sans rien demander en retour. Ce geste simple l'a marqué à jamais, donc lors du combat final, incapable de frapper l'homme qui l'avait nourri, Jin a refusé d'obéir à son propre capitaine et a protégé Sanji. Oda glissait déjà là son thème favori, la dette d'un repas partagé. Contre toute attente, l'un des personnages les plus détestables du début est devenu un allié loyal. El Mepo,
fils gâté du capitaine Morgan, humiliait les faibles et menaçait Kobe au tout premier arc. Son père tombé, il s'est retrouvé sans rien, mais au lieu de sombrer, il s'est engagé dans la marine aux côtés de Kobe. Tous deux ont ensuite été formés par Garp lui-même, donc ce gamin arrogant a fini par devenir un officier respecté et courageux. Ce qui est fascinant ici, c'est l'esprit tordu du capitaine Kuro, chef des pirates du Chat Noir. Poursuivi par la marine, il a monté un plan glaçant, se faire capturer et exécuter à sa place un sosie innocent. Le monde entier l'a cru mort, donc il a pu vivre 3 ans, caché comme majordome tranquille, sous le nom de Claador. Sans fruit du démon, il combattait avec des gants griffés d'une vitesse terrifiante. L'un des premiers cerveaux machiavéliques d'Oda. Presque personne ne le sait, mais l'hypnotiseur au disque Django a connu une seconde vie inattendue. Bras droit du capitaine Kuro, il endormait ses ennemis d'un simple balancement en criant sa formule. Ses plans échouaient sans cesse, mais son destin a basculé après sa défaite. Repéré par Full Body, il a rejoint la marine et gravi les échelons, donc l'ancien pirate raté est devenu un officier fier, prouvant qu'Oda adore offrir des rédemptions absurdes à ses seconds couteaux. À l'origine, Oda avait envisagé Vivi comme un membre permanent de l'équipage du chapeau de paille. La princesse d'Alabasta avait voyagé si longtemps avec eux qu'elle en était devenue une véritable amie. Mais son devoir envers son royaume ravagé pesait trop lourd, donc elle a choisi de rester protéger son peuple. Ce déchirement a donné l'un des adieux les plus poignants du manga, quand tout l'équipage lève son bras marqué du même signe de fraternité. Fait curieux au sujet de Wiper, le guerrier Shandia a la volonté de faire sur Skypiea. Il descend d'un peuple chassé de sa terre natale, 400 ans plus tôt, luttant depuis pour la reconquérir. Ses armes reposent sur les dials, ses coquillages capables de stocker le feu et de le libérer dans de puissantes déflagrations. Il était prêt à mourir pour honorer ses ancêtres, donc il utilisait la redoutable technique de la volonté suicidaire, brûlant sa propre vie pour frapper plus fort que quiconque. Contre toute attente, le pirate arrogant qui se moquait des rêves a fini par en devenir le symbole. Bellamy, adepte du Nouvel Âge, méprisait Luffy et riait de ceux qui croyaient aux légendes. Mais après avoir vu la force réelle du chapeau de paille, quelque chose s'est brisé en lui. Rejeté par son propre idole Doflamingo, il a peu à peu changé. Donc l'homme qui raillait les rêveurs a fini par se battre pour ses convictions retrouvées. Voilà, nous venons de refermer ensemble ce grand livre de secrets et d'anecdotes, de grandes lines jusqu'aux dernières traces laissées par Bellamy. Merci d'avoir voyagé à mes côtés dans cet univers. Le sommeil s'approche déjà, tout doucement. Et maintenant, laissez ces histoires vous porter comme la marée. Faites de beaux rêves.